S'il m'arrive d'avoir le mal de pays, je l'ai pour Paris. Mon cher Félicien, je suis content que nous soyons ensemble. Eh ben moi aussi. Dans ce beau coin de Paris, parce que j'aimerais qu'on ait une conversation qui est pas forcément agréable, mais une conversation qu'on a commencé à avoir, parce que tous les deux, on est des porteurs de récits. On a pris une responsabilité qui est de faire des vidéos qui donnent envie aux gens de se mobiliser, de rejoindre des marches pour le climat. On a co-créé ensemble le contenu autour de Il est encore temps. Toi, tu as fait une vidéo qui s'appelait Je peux pas, j'ai climat. Exactement. Et derrière, il y a eu des conséquences, il y a eu des gens qui se sont bougés. C'est un peu la différence avec d'autres créateurs du web et ça nous met une certaine responsabilité. Et au niveau de cette responsabilité, moi j'ai réalisé un truc, je me suis pris une baffe en fait. Ouais. Je me suis pris une baffe il y a très peu de temps. Et cette baffe a été la suivante. J'ai réalisé que il y a 8 ans exactement, j'avais écrit un texte qui disait, grosso merdo, ce que je suis très fier de dire dans mes vœux pour Mediapart de cette année. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. D'accord. Donc là, le problème que j'ai réalisé, c'est que du coup, en 8 ans, je tiens à peu près le même discours. J'ai dit, par exemple, il y a 8 ans, la démocratie est morte, nous ne sommes pas en démocratie, ces institutions ne peuvent rien pour nous, il ne faut rien en attendre. Et derrière, pendant 8 ans, je me suis battu. Un lot de défaites, il faut le dire. Et une victoire écrasante, éclatante pour ce qu'on peut appeler nos adversaires finalement. Toi, ça fait combien de temps que tu te bats? Ouf, alors ça dépend ce qu'on appelle se battre. On a commencé le billet vert il y a 1 an et demi, mais au départ on était plus dans une dynamique de vulgarisation de thèmes liés à l'environnement, à la planète, à l'écologie. Donc on n'était pas encore tellement dans le militantisme en vidéo, quoi. Ce que vous faites avec Partager, c'est sympa. Du coup, je pense que c'est entre autres grâce à toi, grâce à vous, qu'on s'est dit il faut faire quelque chose en Belgique aussi. On a participé à Il est encore temps. Et on s'est rendu compte qu'en Belgique, il n'y avait pas vraiment de médias qui accompagnaient en fait les marches, les blocages, les grèves, en fait, toutes les initiatives citoyennes dont le but était de faire bouger les lignes sur ces thèmes-là. Et il n'y avait pas vraiment de communication vidéo, de récit justement qui encadrait en fait ces initiatives. Du coup, on a fait Je peux pas, j'ai climat, qui était un peu dans la même dynamique qu'il est encore temps, c'est-à-dire rassembler plein de gens cool et sympas qui allaient faire on va marcher pour le climat, c'est super, c'est important, c'est la survie des gens, c'est vraiment... Et chacun peut faire un petit effort, c'est formidable. Et en fait, après, je me suis rendu compte que Nicolas Hulot avait fait Break the Internet il y a 5 ans. Salut à tous, je sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques. Franchement, 2 degrés, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Négatif. Et qu'en fait, c'était Il est encore temps, on est prêt, je peux pas, j'ai climat. C'était la même chose il y a 5 ans, sauf qu'on parlait d'1,5 degré, et maintenant on parle de 4 degrés. Quoi. Et je me dis, est-ce que tous les 10 ans, tous les 5-10 ans, on va refaire des vidéos dans le même genre avec tous les gens connus du web, de la télé, des médias, du cinéma qui vont nous dire il faut qu'on fasse des efforts parce que sinon ça va être la merde. Et qu'en fait la merde elle est toujours de plus en plus palpable, on s'en rapproche de plus en plus, mais les messages ils changent pas. Non. Et les messages, c'est ce qu'on appelle l'alarmisme en fait. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que on est dans des stratégies et on l'a poussé énormément, qui est de se dire en fait si les gens savent, mais ça va se mettre en mouvement. Oui. Et je crois que ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens savent qu'ils se mettent en mouvement, les institutions n'en ont rien à foutre. Les gens au pouvoir n'en ont rien à foutre. Est-ce que tu as une réponse, toi, après la mobilisation en Belgique? Alors, ça va probablement te faire plaisir parce qu'on a voulu effectivement petit à petit changer le discours et être un petit peu plus radicaux, simplement dire les choses en prenant moins de pincettes et de plus en plus c'est ce que vous essayez de faire, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et en fait nous quand on a fait Je peux pas, j'ai climat, on a eu absolument aucun retour de la classe politique, rien du tout. Enfin des gens qui s'accaparaient le slogan, ça a eu lieu. Et on a même eu une députée d'un parti qui n'a rien à voir avec l'écologie, qui n'a jamais rien à voir avec l'écologie, qui nous a demandé si elle pouvait récupérer le slogan pour faire des chasubles en plastique à usage unique pour la marche pour le climat du 2 décembre. Donc ça, on a eu. Donc ça, c'est le retour politique qu'on a eu après Je peux pas, j'ai climat. Après, il y a eu d'autres copains de la campagne Tam Tam qui ont fait une action Wake Up Your Ministers, qui là était une sorte de désobéissance civile 2.0 où en fait ils leakaient les numéros de téléphone privés et les boîtes mail des 4 ministres de l'environnement, parce qu'en Belgique on a 4 ministres de l'environnement. Et on pouvait les contacter directement. Et ils ont reçu chacun 5000 SMS. En fait, on pouvait leur envoyer un SMS. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vandalisé, entre guillemets, 2000 panneaux publicitaires en mettant un QR code
et quand tu scannais le QR code, tu arrivais dans tes messages avec les numéros des ministres déjà dans ta boîte message et tu pouvais leur envoyer un SMS. Qu'est-ce que ça a permis, ça? Et ben moi en tout cas ça a fait qu'alors que je n'avais aucun lien avec l'action, qu'on soutenait évidemment mais je n'avais pas organisé l'action, ça a fait que le lendemain j'avais des messages sur ma boîte vocale de ministres qui voulaient me rencontrer au plus vite. Ce que j'ai pas fait évidemment parce que je sais que j'aurais rien à leur dire et qu'ils n'auront rien à me dire. On n'a pas le même logiciel, c'est le cas de le dire. On n'est pas sur la même longueur d'onde et moi je sais que c'est pas dans ce système-là qu'on pourra arriver à l'idéal que nous on défend. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à rencontrer ces gens-là en fait. Ils ont changé quelque chose après cet appel-là? Non, mais non. Mais c'est ça le truc en fait. Moi c'est ça qu'ils ont fait un pas vers nous. Ils ont fait un pas vers nous parce que ça les emmerdait pour de vrai. Ouais, voilà. Mais c'est un peu le mieux qu'on puisse faire, j'ai l'impression. En tout cas, le mieux qu'on fait jusqu'à maintenant. C'est le faire un peu chier quoi. Ouais. On peut juste un peu faire chier. J'ai l'impression que notre échelle de radicalité, corrige-moi si je me trompe, mais c'est en gros, si on est retweeté par les ministres, on n'est pas assez radicaux. Le truc qui me taraude, moi, c'est que depuis 5 ans maintenant, je dis qu'on a 5 à 10 ans pour éviter le pire. Donc on est à la fin déjà là. On est à mi-course normalement. Ouais. Et du coup, si on est cohérent, on devrait être en train de paniquer. On devrait être en train de dire, attendez, on arrête tout. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas permis de gagner. Donc il faut qu'on revoie drastiquement tout ce qu'on a l'habitude de faire. Il n'en est rien. Je n'ai vu aucune organisation de la société civile paniquer. Aucune dire, attends, on change radicalement ce qu'on a l'habitude de faire. On revoit notre logiciel. En fait, on est dans une continuité. Parce qu'on est dans une posture de demande. Ouais. Je m'explique. Comme on a bien intégré que là où il y a le pouvoir, là où il y a les moyens, c'est au sein de nos gouvernements, et ben, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur formuler des demandes dans l'espoir que si on est assez nombreux, ces demandes soient respectées et validées. Et en fait, à ce jeu-là, on rentre automatiquement dans l'agenda, dans le tempo médiatique et chronophage aussi de l'administration. Okay ? Si on demande à l'État qu'il agisse, et ben du coup l'État, même s'il nous dit oui monsieur, agissons ensemble, dans 3 ans on verra peut-être s'il aboutit quelque chose, tu vois. Et à ce jeu-là, l'urgence climatique, elle est pas, ça matche pas, c'est pas cohérent. Et malheureusement, c'est là où on est. Quand on se dit, bon bah voilà, là ça fait 5 à 10 ans qu'on devrait avoir réglé la question, on n'y est pas du tout, on devrait être en train de paniquer, on panique pas, parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a des trucs qu'on a lancés, qui aboutiront dans 3 ans, parce qu'on participe encore au COP, qu'on a la chance l'année prochaine de réussir à avoir tel ou tel paragraphe. Parce qu'on se donne la sensation d'avoir déjà fait et d'avoir déjà lancé les processus qu'il fallait lancer pour être à la hauteur d'enjeux desquels on est complètement déconnecté finalement. Ouais. Bon, pour moi, ça me fait un peu penser à l'image de l'enfant qui tourne autour de la piscine, qui court pieds nus autour de la piscine et on aura beau lui dire 40 fois arrête de courir autour de la piscine, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Il faudra vraiment qu'il se casse la figure pour qu'il se dise j'aurais pas dû courir autour de la piscine, quoi. Voilà, mais du coup on attend. Ouais. Le problème c'est qu'on est dans une stratégie où on attend. On attend le moment où on sera assez nombreux, on attend le moment où la conscience sera suffisamment répartie pour qu'il se passe quelque chose. Et cette stratégie de l'attente, elle est super pour à peu près toutes les autres luttes au monde. Ouais. Celle de la justice sociale, tout simplement, celle de la lutte contre la misère, celle des égalités. Même celle du véganisme, en fait, on peut ne pas gagner tout de suite. Mais sur l'enjeu climatique, on ne peut pas se permettre de ne pas gagner tout de suite, tu vois. C'est le problème de ce qu'on appelle la démocratie, même si aujourd'hui c'est devenu un mot valise. C'est ça, on a un système qui est fait pour être lent, qui est fait pour perdurer lentement, pour intégrer un rythme presque de quinquennat en fait, des modifications de notre société sans tout jeter à la poubelle parce qu'on a peur de la révolution, parce que c'est dangereux. Et du coup, on a ce rythme hyper lent. Mais de fait, là, ça nous emmène dans le mur. Ça nous emmène dans le fait qu'on va tous crever. Je peux donner un exemple très simple ? Vas-y. L'interdiction des sacs plastiques. C'est quand même pas un changement structurel de la société, c'est un détail, c'est petit. Ouais. On a déjà l'alternative. Oui, et surtout, un pouvoir politique fort qui dit sur mon territoire, l'année prochaine, il n'y a plus de sacs plastiques, a priori, il peut se donner les moyens de faire en sorte que ça puisse avoir lieu. C'est-à-dire, c'est pas comme s'il disait demain on interdit la voiture dans la ville, quoi. C'est quelque chose effectivement de relativement abordable. Les premiers textes en Belgique qui prévoient l'interdiction des sacs plastiques, c'est Carlo Di Antonio, c'est 2008. C'était il y a 11 ans. Oh putain. Mais prenons cet exemple. Oui. En fait, allons au bout. C'est tu te dis, ok, on crée un mouvement de masse. On crée un sursaut citoyen sur le plastique. On voit émerger une vague zéro déchet qui est à la mode, quoi. Tu vois, c'est pris, c'est dans la conscience populaire.
On fait passer une loi qui s'attaque au plus petit de ces déchets. Le truc dont tu n'as vraiment pas besoin, le gobelet en plastique, juste parce que les gens ont la flemme d'acheter une machine pour nettoyer leur verre dans les restaurants. Ou simplement avoir un mug. Ou simplement avoir un mug avec toi. Dans les bureaux, dans l'entreprise. Et bien même ça, c'est remis à plus tard. Et pourtant, la seule chose qu'on est capable d'inventer en tant que militant et la seule chose pour laquelle, en fait, on se sentirait légitime de faire une vidéo, c'est dire aux gens, ok, mobilisez-vous pour ça, parlez-en autour de vous, faites passer le mot. D'ailleurs, il y a un truc qui va se passer au Parlement européen, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Donc en fait, notre débouché à cette prise de conscience par rapport à un problème qui nous touche et qui est catastrophique pour l'environnement, c'est de dire, allez parler aux institutions qui ont le pouvoir et demandez-leur d'agir. Et moi, j'ai une putain de question qui arrive à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe si ces institutions à qui on a délégué notre pouvoir vont nous buter? Qu'est-ce qui se passe si ces institutions, de par la manière dont elles sont construites, de par le service qu'elles rendent à cette société, qui est celui de permettre l'échange de marchandises et la production de marchandises, et qui essaye aussi de faire améliorer à la marge, lentement mais sûrement, la société vers quelque chose de plus humain, de plus démocratique, mais lentement, c'est sa force. Qu'est-ce qu'on fait si, en l'occurrence, ces institutions nous font défaut, si elles ne vont pas assez vite? Et pour l'instant, la seule réponse que j'ai, c'est « Bah oui, mais là, mon petit gars, faut faire la révolution. » Et moi, je trouve ça super drôle parce que d'abord, j'ai pas un grand imaginaire révolutionnaire. Je sais pas trop ce que ça veut dire, faire la révolution. De deux, les révolutions dont on m'a parlé, j'ai remarqué qu'une fois que tu as renversé le pouvoir, parce que c'est souvent de ça dont il est question, tu as bien du mal à construire quelque chose qui n'est pas en fait une prise de pouvoir par une autre minorité. Bah oui, ça c'est le grand récit de la Révolution française. On a d'abord des monarques et puis on a Napoléon. Qu'est-ce qu'on a gagné? Certains diront qu'on a gagné au change. Hein. Et ce qui manquerait pour que ce soit un vrai changement profond, c'est qu'en fait il y a un changement de conscience. Que les personnes qui aujourd'hui auraient envie de renverser ces institutions pour nous permettre d'être à la hauteur de l'enjeu climatique aient une idée, une vision de ce qu'il faudrait. Et ça nous manque. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup de militants écologiques et il n'y a surtout pas d'organisations que je connaisse en tout cas qui se sont dit oui, nous on a réfléchi à ça, on a bien vu que nos institutions ne vont pas assez vite, du coup on a réfléchi à qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place si y a un renversement de ces institutions et qui nous permettrait d'être à la hauteur de l'enjeu climatique. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est contribuer à la bataille des idées, la bataille culturelle, et de considérer que, au moins on a fait ça. Et en fait, moi je me satisfais pas de ça, j'ai l'impression que me satisfaire de ça, c'est comme signer mon arrêt de mort. C'est de me dire, le mieux que je puisse faire, c'est de dire que c'est pas bien. Sur le pont du Titanic. C'est ça? C'est jouer de la musique sur le pont du Titanic. Comment tu vis ça, toi? Comment je vis ça? En fait, c'est compliqué parce que ça reste encore assez frais pour nous. Déjà, il y a plusieurs choses que je retiens dans ce que tu me dis, c'est que c'est toujours un petit peu le grand débat, si on caricature un petit peu, c'est toujours un petit peu le grand et peut-être faux débat de est-ce qu'on s'inscrit en faux et en résistance complète face au système, ou est-ce qu'on va épouser les structures du système pour tenter de les déformer de l'intérieur? Et c'est toujours un peu la grande question. On a des gens qui essayent aujourd'hui d'être dans les grandes ONG pour avoir du coup des moyens de discussion directe avec ceux qui sont dans le pouvoir en place. On essaye même parfois de prendre le pouvoir. Il y a des personnes qui se présentent sur des listes et des personnes avec qui on a peut-être beaucoup à partager au niveau de l'idéal. Bien sûr. Et avec qui on aura peut-être des discussions extrêmement constructives et on se rendra compte qu'on est peut-être plus ou moins sur la même longueur d'onde sur certains points. Et eux essayent toujours d'être dans le jeu finalement de la démocratie, tel qu'on nous le présente aujourd'hui, de la démocratie représentative. Et quelque part, je me dis, déjà il y a un problème, c'est que le pouvoir corrompt, ça j'y crois fondamentalement. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on évolue dans les cercles du pouvoir, peut-être si, parce qu'à la base, ça peut être sur des intentions très louables. Je prends Philippe Val par exemple, le mec de Radio France, c'est ça, Philippe Val, qui était chansonnier révolutionnaire dans les années 70, il était au point virgule, au caveau de la République, je sais plus, dans des petites salles underground à faire des chansons hyper engagées avec des cheveux longs et une guitare désaccordée. Émigré, reste là, t'en vas pas. Et le mec maintenant c'est devenu un grand patron et c'est devenu un millionnaire. Wow. Et je pense que le type est rentré dans le circuit des médias avec des bonnes intentions. Je pense qu'il avait envie de défendre un idéal, qu'il avait envie d'être justement dans le contre-pouvoir et que finalement, à force du coup de prendre du pouvoir, de l'influence, du pognon et d'évoluer dans ces cercles-là, il a fini par... Oui, forcément, parce que ça devient ton milieu. Les gens qui étaient censés être tes ennemis deviennent tes amis et tu te rends compte, mais au fond, ils sont pas si méchants.
ils sont pas si mauvais. Bah non. Tiens, lui, en fait, il a beau délocaliser des usines à l'autre bout du monde et briser les vies de centaines de ménages, mais en fait, il aime bien la pêche à la ligne et on passe des super dimanches en famille, quoi. Je pense que c'est un vrai problème aussi, c'est que soit on est trop underground, et du coup on est très vite catégorisé comme des espèces de frondeurs qui jamais ne pourront rassembler suffisamment pour avoir cette force de frappe dont tu parles, cette idée de rassembler un maximum de monde pour faire basculer finalement le paradigme et changer le système. Soit on est toujours trop underground, peut-être qu'on est intègre, qu'on a les bons messages et qu'on ne tortille pas du cul pour chier droit, mais on reste à chier dans notre petit coin, quoi. Ben alors, mais ça a changé. Ouais. Le problème, c'est ça qui me dérange. C'est que ce logiciel que tu es en train de me dire là, cette notion de se dire, bah, en fait, si tu es radical, t'es deux. Ouais. Et si tu es grand public, tu finis par être corrompu, tu sers à rien. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, ça, c'était vrai il y a peut-être 5 ans, rien qu'à 5 ans. Ouais. C'était certainement vrai. Et aujourd'hui, ça a pu avoir changé et on aurait pu ne pas réaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une prise de conscience, il pourrait y avoir une peur chez une grande partie de la population d'y rester. Mais ça passe plus aujourd'hui, par exemple, par un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes que par les marches pour le climat. Les gens qui ont faim, les gens qui ont peur, les gens qui sont dans l'énergie du désespoir et qui sont prêts à perdre un œil sur un champ de bataille alors qu'ils passaient peut-être leur dimanche après-midi à faire du sport ou à boire des coups avec leurs copains il y a 3 mois, c'est les Gilets jaunes. C'est pas les gens qui vont marcher pour le climat. Et ben, en fait, le truc, c'est que le format des marches pour le climat, il est tellement pensé grand public qu'il pourrait y avoir une rage chez les gens qu'elle pourrait même pas s'exprimer. Et moi, le truc qui me fait flipper, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de s'organiser pour perdre. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'énergie pour défendre des trucs que si on les gagne, on n'est pas content de les avoir gagnés. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Aujourd'hui, là, c'est ça qui est ouf. À la COP, il y a des gens qui mettent une énergie folle et elle est hyper respectable. Ils ont la même envie que moi de sauver ce monde. Et l'énergie, là où on la met, on s'organise pour perdre parce qu'en fait, on essaie de gagner un paragraphe dans un tempo qui est celui d'une institution qui, fondamentalement, on le sait, ne va pas prendre les mesures qu'il faut. Et du coup, on s'épuise à essayer de gagner une ligne pour finalement avoir un accord qui ne nous plaît pas mais qu'on doit défendre parce que si on le critique trop, on risque de le perdre entièrement. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pas simplement un petit peu égoïste ? On se dit, au moins nous, on aura la conscience tranquille parce qu'on se sera donné la sensation d'avoir fait ce qui était en notre pouvoir. Exactement. Et d'avoir mis toute notre énergie et notre expertise et les outils qu'on maîtrise au service de quelque chose qui nous semblait juste. Je pense que fondamentalement, on a un choix qu'on doit prendre maintenant qui est, est-ce que ce qu'on a envie, c'est juste contribuer à la vie des autres un peu, faire des actions qui ont du sens un peu, avoir des petites victoires et s'en satisfaire, ou alors se dire vraiment, en fait, ma mission, c'est de permettre que la vie sur Terre se maintienne. Et à ce niveau-là, ça change quand même la stratégie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même énergie, on ne se permet plus les mêmes choses, et on ne se permet plus, par exemple, de se dire, bon bah, je vais travailler pendant 3 mois pour organiser une action dont je sais que le résultat sera symbolique. Moi, il y a un truc qui me chipote quand même. Nicolas Hulot sur France Inter. Le mec est ministre d'État. Ouais. C'est quand même pas... il n'a pas zéro pouvoir. Oui, c'est pas le président de l'amicale des joueurs de cornemuse en sandalettes, quoi. C'est un truc, c'est du sérieux, c'est du solide. Sérieux. Il est au cœur de l'institution, quoi. Et il est censé avoir un espèce d'ancrage moral très très fort. C'est pas une pirouette à fond. Le mec est sur France Inter, presque en larmes. Ouais. Rouge de désespoir, presque de honte et de rage, il est fumasse, quoi. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et il s'en vient nous dire qu'on n'y arrivera pas, que les petits pas sont insuffisants, qu'on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désastres. Ouais. Il l'a dit. Ouais. Alors que c'est quand même pas un altermondialiste notoire, c'est quand même pas un pilier de manif, Nicolas Hulot, quoi. Et il nous dit ça. Ouais. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans ce ronron et que les initiatives qui vont être soutenues, c'est par exemple The Freaks. Ouais. The Freaks est un collectif d'artistes et de célébrités qui s'engagerait à adopter des gestes simples et 100% bénéfiques pour l'homme et pour l'environnement. Nous avons donc rédigé une liste d'environ 30 gestes, totalement accessibles à tous et qui, si tout le monde les adoptait, réglerait en grande partie les problèmes de pollution dans le monde. Moi j'aime bien Chaka Ponk, je pense qu'ils sont sincères, je pense que c'est bien aussi de pouvoir faire la promotion
des petites choses. Enfin, c'est pas tout à fait le colibrisme n'est pas tout à fait inutile non plus. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême de dire que les petits pas ne servent à rien et que c'est la fin des douches courtes. Mais comment peut-on d'un côté dire c'est fini les petits pas, il faut un changement structurel si on veut être à la hauteur des enjeux, et puis en même temps se contenter quelques mois plus tard d'être dans ce ronron et de nouveau avoir la même logique, les mêmes éléments de langage et la même stratégie. Si tu n'actualises pas ton logiciel, si tu ne prends pas un temps pour te racler la tête contre le mur, tu reproduis nécessairement ce que tu as l'habitude de faire. Surtout si tu es une institution qui a construit une base d'individus que tu imagines, parce que tu ne peux pas tous les rencontrer, Bien sûr. et que tu imagines n'être prêt qu'à un certain mode d'action et qu'à une certaine typologie d'engagement. Donc Et en fait, actualiser le logiciel. il faut actualiser le logiciel. Il faut qu'on regarde, actualise le logiciel. on prend le temps d'abord de déconstruire qu'est-ce qui nous fait faire nos choix. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, bon bah, là maintenant ça fait 5 ans, on avait dit 5 à 10 ans, On est au bout. on va... On arrive au bout. on arrive au bout, mais on va refaire des trucs qui ont bien marché l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? On va refaire des trucs qu'on sait faire. Et surtout, on va demander... Les fameuses vidéos collaboratives dont on parlait. Exactement. Break the Internet, il est encore temps. Voilà. Après, je peux pas, j'ai climat, c'est toujours la même chose. Et là, il faut qu'on, nous-mêmes, on s'interdise de refaire ça et qu'on soit à la hauteur de ce qui s'est passé et des choses qu'on vit. Et imaginer, tester, qu'est-ce que ça voudrait dire un nouveau consensus de ce qui est grand public en fait. Et même questionner, est-ce qu'on a besoin du grand public? Est-ce que cette cause-là, elle sera gagnée par le grand public ou comme toutes les autres luttes profondes de nos sociétés, elles seront rejointes par le grand public à la fin, quand c'est gagné? Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme ça que le monde a changé. Et pourtant... Qui disait ça encore? Gandhi, non? Ou Michel Drucker? Ou Martin Luther King ou Mère Teresa. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait du bon sens. C'est ça. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait. C'est ça que je trouve génial. C'est que ce qu'on fait, c'est on essaie de faire masse. On a fait 4 marches pour le climat en France. On a eu 2 millions de personnes mobilisées sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Une nouvelle marche. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle la grande marche. Tu vois, tu rigoles. Mais en fait, le truc, c'est que c'est ça qui nous pend au nez. Ce qui nous pend au nez, c'est comme on regarde pas en arrière en se disant putain merde, les gars, hé, on avait dit que ça permettrait ça, ça n'a pas permis ça, hein. Faut qu'on fasse autre chose maintenant. Et ben non, on se dit attends, la dernière fois, on a eu 150 000 personnes. Bon, on n'avait pas vraiment d'objectif, donc c'est pas grave. On va pas se préoccuper si ça atteint ou non des objectifs. Du coup là, on va refaire une marche. Bon, on n'a pas encore d'objectif parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir à quels seraient nos objectifs et nos demandes et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place directement. Mais on n'a pas le temps, alors du coup, il faut qu'on organise la marche. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? J'ai l'impression qu'on est dans une logique où de plus en plus, la question qu'on se pose n'est pas qu'est-ce qu'on doit accomplir, qu'est-ce qu'on doit réussir à gagner, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est fascinant parce que le faire, qu'est-ce que tu produis? C'est le fondement de notre société capitaliste. Et du coup, nous, militants, on rentre dans la même logique. Qu'est-ce qu'on a réussi à produire cette année? Combien de personnes on a réussi à toucher? Exactement. Ouais. Et cette logique-là, elle nous pousse carrément à choisir des batailles qu'on sait gagnables, indépendamment de notre mobilisation. Un des trucs, et je fais mon mea culpa là-dessus, j'ai mis de l'énergie et j'ai fait une vidéo sur le STEP, qui est un projet de gazoduc hyper spécifique. C'est un tronçon qui relie l'Espagne à la France. Je suis allé en parler. En Europe, il y a à peu près 30 autres projets de gazoduc. Mais je suis allé parler de celui-là. Et celui-là a été abandonné et on a claironné victoire. C'est grâce à nous. C'est pas du tout grâce à nous. C'est parce que c'était pas rentable le truc. Et en fait, c'est là où il faut qu'on se dise les choses comme ça. Il faut qu'on dise, en fait, vraiment, depuis 5 ans, on n'a rien gagné. Parce que ce qu'on a gagné était symbolique et c'était pour nous enrichir, pour faire grandir la lutte. Et aujourd'hui, on a 2 millions de personnes mobilisables en ligne. Et on ne gagne rien. Et tout porte à croire que cette institution, ce gouvernement qui doit nous protéger, parce qu'ils nous ont dit texto que c'est ce qu'il ferait, ne fera rien de plus. T'as pas l'impression qu'on est un petit peu les Philippe Poutou annuel de l'élection présidentielle? C'est-à-dire qu'on fait partie du paysage, c'est bien qu'on soit là, ça fait partie de l'échiquier, ça fait partie d'un certain équilibre démocratique, que finalement toutes les tendances soient représentées et qu'on puisse écouter tout le monde.
C'est un petit peu les petites purges. C'est la des soupape. petites purges, des petites soupapes de dépressurisation pour qu'on puisse avoir un système qui s'équilibre plus ou moins, qui respire. Mais on l'est aussi lorsque, par exemple, lorsqu'on se dit, ok, il faut qu'on mobilise les gens sur le climat. Si on leur dit qu'il faut renverser ce système, parce que fondamentalement, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas sauver le climat sans changer le système capitaliste qui détruit la planète. Mais on ne peut pas se permettre de fixer ça comme objectif parce qu'on ne va pas le gagner. Alors du coup, ce qu'on va se fixer comme objectif, c'est qu'il y ait un repas végétarien accompagnant un repas avec de la viande dans les cantines en France, un jour par semaine. C'est de la déco. Et en fait, on se dit, mais ouais, mais on avance. On avance. Si on arrive à gagner ça, c'est déjà quelque chose. Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr de le gagner. Moi, je préférais qu'on se dise, écoutez les gars, on s'arrête. On s'arrête, on fait plus rien. On reconnaît que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et que c'est entre autres parce qu'on ne s'est pas assez raclé la tête contre le mur. Parce qu'on n'a pas assez dit aux gens, ce pourquoi on vous a mobilisé jusqu'à maintenant ne permet pas de régler le problème du dérèglement climatique. Ce pourquoi vous êtes battus jusqu'à maintenant n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. Alors du coup, on va se racler la tête contre le mur, on va regarder pourquoi et comment on a fait ces choix-là, et on va refaire des choix. On va regarder pourquoi et comment on choisit des stratégies qui ne peuvent pas nous permettre de gagner autre chose que quelque chose de symbolique. On va regarder pourquoi et comment on est toujours dans une demande politique, dans une expression de notre désaccord, et pourquoi on n'agit jamais. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas la réalité qu'on souhaite? Ou pourquoi si peu de gens le créent? Et pourquoi lorsqu'ils le créent, on n'arrive pas à aller au bout de notre soutien? Un des trucs qui me choque de ouf, c'est si tu parles à des militants écologiques aujourd'hui, et j'ai fait partie de ceux-là, tu demandes quelle est la victoire, qu'est-ce qu'on a gagné en 5 ans? On va te dire, d'abord je dois réfléchir. Et de deux, on va te dire, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est la plus grande victoire écologique qu'on ait jamais eue en France. Un aéroport a été abandonné. Il ne sera pas construit. Et j'aimerais même prolonger ton propos, parce que pour moi, Notre-Dame-des-Landes, c'est plus tant la question de l'aéroport, même si c'était la victoire première, c'était ça, mais c'est pour moi, en tout cas pour une part, vraiment la construction d'une alternative au modèle dominant. Eh bien, ce que tu viens de dire... Et c'est pour ça qu'on lui a fait la guerre. C'est pour ça qu'on a envoyé des chars d'assaut. C'est pour ça, moi, ça m'a absolument sidéré. En plus, on voyait ça de la Belgique, donc on avait cette petite distance. Notre-Dame-des-Landes m'a particulièrement marqué, parce que pour moi, un petit peu comme Nicolas Hulot en larmes à la radio, c'était une scène de film, quoi. Tu as des gens pacifistes qui construisent une alternative au système dans leur coin. Ouais. Mais hors du droit. Hors du droit, hors du droit. C'est ça le truc. Mais dans leur coin. Ils sont pas en train de bloquer une rue, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ils sont dans leur coin et ils proposent une alternative au système. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique, ou en tout cas volonté de tendre vers l'autonomie énergétique. Spontanéité, expérimentation. Il y avait des boulangeries, il y avait une école, il y avait même un studio d'enregistrement. Enfin, il y avait des punks à chiens, il y avait des gens qui n'avaient rien et qui étaient nourris gratuitement. Il y avait de tout et ça fonctionnait. Même si c'était peut-être pas encore parfait, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas, et ne se défera pas d'ailleurs en un jour. Mais c'était extraordinaire justement comme... Comment l'État est tombé là-dessus en fait. Le fait d'envoyer, pas des chars d'assaut, mais pratiquement, de faire une intervention militaire avec, je sais plus c'était combien, 1500 gendarmes. Enfin, c'était absolument incroyable. On avait l'impression que c'était l'insurrection, quoi. Ouais. D'envoyer et puis avec le déploiement de violence que ça comporte. D'un côté, il y a des bâtons et des cailloux. De l'autre, il y a quand même des grenades, quoi. Et ben cette image-là, pour moi, c'était vraiment le système qui fait la guerre à ceux qui essayent de construire sans lui. Et ça, on ne l'a pas bien appris. Ça, on n'a pas réalisé que à ce moment-là, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait une expérimentation qui était hors système et qui menaçait ce système. À ce moment-là, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait peut-être les graines qui permettraient d'inventer la société de demain. Et la société de demain ne se fera pas dans un État qui maintient le capitalisme, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait défoncer. Absolument. Et ça, on a brûlé les graines. On n'a pas appris ça. On a nommé ça comme une victoire, le fait que l'État nous dise « Oui mon petit, je te donne ce que tu as demandé ». Et on a oublié que dans ce qu'il nous donnait, il n'y avait pas tout ce qu'on a demandé. Il n'y avait pas par exemple la liberté. Il n'y avait pas le fait de pouvoir continuer à créer hors du droit, hors cadre. Ça a été perdu et tout le monde a applaudi. Pas tout le monde. Plein de gens à Notre-Dame-des-Landes ont bien vu ce qui se passait. Ont bien vu que ce qui allait se passer maintenant, c'est qu'ils doivent racheter les terres.
c'est qu'ils doivent rentrer dans les conditions et qu'après ça, plutôt qu'être un bloc uni, la ZAD, ça devient des propriétaires avec lesquels on peut négocier un à un ou faire dégager. Donc cet espace de non-droit a été perdu et pourtant on parle de victoire. Et moi, ça me pose une grande question. Ça me prend une grande question de un, parce que ça veut dire que le mouvement écologique en France n'a pas encore fait le chemin, et peut-être que je me trompe, mais fait le chemin de réaliser que cet état-là ne nous applaudira pas le moment où on créera quelque chose qui le remettra en question. Là, tu parles de la sphère militante, en fait. Ouais. De la plupart des ONG, des associations, et même cet état-là des nous partis tombera politiques. dessus. Cet état-là nous défoncera la gueule à coups de flashball. Le moment où on fera peur, on se fera réprimer. Et en tant que mouvement climat, je pense pas qu'on a eu cette réflexion jusqu'au bout de se dire, en fait, ouais, maintenant je sais, donc je suis prêt à me faire réprimer. Donc je suis prêt à penser des actions, des modalités dans lesquelles il y a de la répression. Parce que c'est là qu'on dérange. Il y a un truc particulier qui se passe en ce moment en Belgique, c'est les fameuses grèves du jeudi. C'est les étudiants qui décident de faire l'école buissonnière tous les jeudis pour manifester pour le climat, parce que, et c'est un petit peu leur leitmotiv, ça ne sert à rien d'aller à l'école pour préparer un avenir qu'il n'y aura pas, en fait. Et ça ne sert à rien d'apprendre à faire un métier inutile que l'on pratiquera sur une terre morte. Ouais. Et ça a été forcément un peu une sorte de folklore pendant quelques semaines en Belgique. Je pense même qu'il y avait une certaine fierté, presque une fierté institutionnelle de se dire on parle de nous à l'international. La Belgique, alors qu'on fait partie des plus mauvais élèves européens en termes de politique carbone, on fait partie des plus mauvais élèves et pourtant on devenait tout à coup un exemple de manifestation pour le climat, un exemple de traçage de lignes, de traçage d'idéal pour le climat au niveau international, au niveau mondial. On a eu DiCaprio qui a dit que la jeunesse belge était l'espoir du monde entier, enfin bref, des choses incroyables. Et puis tout à coup, il y a la ministre de l'Éducation qui envoie quand même une lettre au directeur d'école pour dire c'était très bien, maintenant on arrête. Ouais, calmez-vous. Vous avez fait le show, maintenant calmez-vous. Mais en même temps, je me dis, si les jeunes continuent, est-ce que la police pourra se permettre d'envoyer des flashballs, des Gli F4 et des coups de tatane à des enfants? Si ce sont les enfants qui font la révolution, on se permettra jamais de défoncer la gueule des gosses. Eh ben, j'espère que ce soit le cas en Belgique, et je suis moins sûr pour la France. Je sais pas si tu as vu, il y a déjà eu ces images de ces jeunes qui sont comme ça, là. Ils sont comme ça, en rang, avec la police qui les maintient. Et la police dit « Ah, ça c'est une classe bien dressée ». J'ai vu ces images, je m'en rappelle, ouais. On en a parlé, mais je crois pas qu'il y ait eu des gens qui ont été condamnés pour ça. Il y a un documentaire qui est en train d'être fait pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais la leçon, elle n'est pas tirée en tant que société. On s'est pas dit « Ok, là, en fait, on a franchi une ligne rouge ». Parce qu'on n'a plus de ligne rouge. C'est ça qui me fait flipper. Il n'y a pas de truc qui est maintenant inacceptable. En tant que mouvement climat, il n'y a pas aussi cette ligne où on se dit, voilà, là vraiment, là c'est trop. Là maintenant, on entre en insurrection. Là maintenant, on entre en résistance, tu vois. Ne faut-il pas aller un petit peu au-delà de la formule de politesse? Est-ce que la radicalité n'est pas devenue aujourd'hui une nécessité quand on parle de climat? Je pense qu'elle l'est devenue. Et il ne faut pas non plus que... Je suis pas là pour qu'on critique les gens qui font déjà le plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le biais dans lequel on peut tomber. C'est se dire comme il faut tellement être radical, tout ce qui est jusqu'à maintenant c'est de la merde. Et le colibrisme c'est de la merde, les machins c'est de la merde. Et du coup rien n'existe, tout est acheté, ne faites plus rien. C'est l'inverse. Moi ce que j'ai envie c'est qu'on prenne ce qu'on aime dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et qu'on fasse plus. Et qu'on fasse mieux. Même pas plus, parce qu'un des trucs que j'ai envie qu'on cultive, c'est le soin, c'est qu'on arrive à prendre soin de nous. Le soin, c'est radical par rapport à cette société. On est une société où chacun doit prendre soin de soi, où chacun doit mériter de vivre. Et si nous, dans notre lutte, on arrive à prendre soin les uns des autres, on change cette société. Du coup, moi, j'ai envie qu'on prenne les trucs qu'on aime bien, comme par exemple la satisfaction du devoir accompli, d'avoir agi dans quelque chose qui a du sens pour nous, et qu'on ne lâche pas pour autant l'atteinte d'objectifs. J'ai envie qu'on s'attache au fait de faire quelque chose et que ce faire ne soit pas dans la demande politique. Ça veut dire concrètement, les exemples ils sont tellement nombreux. À Lyon, dans ma ville, on se mobilise depuis 4 marches avec un mot d'ordre très simple qui est la pollution de l'air tue des milliers de personnes.
Les compétitions sportives sont annulées plusieurs jours par an à cause du niveau de la pollution. La métropole doit agir et réduire ce niveau de pollution. Bon, on est dans la demande. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de le faire. Je dis que ce serait intéressant d'agir politiquement. Ce serait intéressant de se dire, ce problème de la pollution de l'air, c'est des gens qui meurent, je vais les protéger. Mon action va être de distribuer des masques à tout le monde les jours de grande pollution. Je veux qu'il y ait moins de voitures, je veux qu'il y ait plus d'espace pour les vélos, je vais marquer les pistes cyclables, moi-même, avec un collectif de gens. En fait, je rêve du fait que, plutôt que faire masse, on ait envie de faire en groupe. Qu'on se retrouve les uns les autres et qu'on agisse entre copains, tu vois? Nous, on a cette chance de faire ça. Quand on fait des vidéos, on a un sentiment de camaraderie, on a un projet, on le réalise, on le diffuse, on le fabrique ensemble et c'est trop bon. Et le militantisme qu'on a aujourd'hui n'est pas celui-là. C'est un militantisme où on se retrouve à un temps précis pour agir sans comprendre. J'ai envie qu'on crée des espaces pour qu'on comprenne, qu'on se racle la tête contre le mur et qu'après ça, on rechoisisse comment on agit. Et qu'on soit créatif. Ouais. Parce que faire une grève, faire une marche, c'est très bien, mais ça existe depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas suffisant. Mais c'est surtout, c'est le modèle qu'on apprend. Si les jeunes, là, ils se sont jamais mobilisés avant en Belgique, et en France, c'est pareil. Si ils choisissent de marcher, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont vu ça à la télé. C'est qu'on leur a dit, voilà la manière de contester. Et allez-y, utilisez ce vocabulaire-là, parce que nous, on le maîtrise. Et surtout, soyez nombreux, parce qu'on dira combien vous êtes. Et si vous êtes moins nombreux que la dernière fois, on vous le dira. Et si vous êtes très peu nombreux, on vous dira que du coup, vous n'êtes pas légitime. Et à ce jeu-là, on a perdu. À Bruxelles, il y a un collectif assez exceptionnel, dont le nom m'échappe, qui s'est mobilisé contre le mobilier anti-SDF. Ah ouais. En fait, c'est très simple. Au lieu de faire des campagnes pour demander à ce qu'on arrête cette persécution des gens qui n'ont déjà rien et qui sont dans le dénuement le plus total et qui crèvent la gueule, voilà, et ben, au lieu de faire de la communication autour de ça, des manifestations autour de ça, c'est très simple. Si tu as par exemple un banc dans un métro avec des séparations, et ben ils vont construire avec des planches, avec des morceaux de coussin, je sais pas très bien comment ils font leur truc, ils vont reconstruire le banc autour du mobilier anti-SDF pour en refaire un mobilier accueillant pour les SDF. Et je me dis voilà, c'est peut-être qu'en étant créatif. C'est créatif, mais c'est symbolique. Tu sais, moi, ce que serait agir politique par rapport à ce problème des SDF, c'est de créer des squats. Les anarchistes le font, mais ils sont tellement peu nombreux. Tu vois, moi j'aimerais que voilà, toutes ces organisations qui se battent contre la misère, mais ils aient toute une branche radicale qui disent ok, si on est sérieux par rapport au problème de la misère, mais on va créer les conditions. Combien de logements vides? Eh ben on va les ouvrir, tu vois, qu'on soit comme ça. Mais en fait, on ne l'est pas parce qu'on est dans une posture de demande. Parce qu'on se dit, c'est à l'État, c'est à cette institution de s'en occuper. Je pense qu'on ne l'est pas aussi parce que c'est resté quelque chose d'alternatif et d'underground, qui est vu par la majorité des gens comme quelque chose de marginal en fait. Tout comme la désobéissance civile. Aujourd'hui, notamment grâce aux créateurs de contenu sur Internet qui, avec du bric et du broc, arrivent quand même à créer des tendances et à rendre des choses cool. C'est ce que tu fais, Vincent. Tu rends la mobilisation cool, la désobéissance civile cool, parce que tu as des gens avec toi derrière qui font aussi des super montages, qui ont les codes des réseaux sociaux, qui savent comment rendre quelque chose sexy sur les réseaux sociaux. Et si on rend la désobéissance civile plus cool, plus tendance, ça finira aussi par devenir quelque chose de beaucoup plus naturel pour les gens, de beaucoup moins effrayant. Il faut arrêter de penser que désobéir, c'est pas cool. Bien au contraire d'ailleurs, quand on regarde un petit peu quand on regarde un petit peu l'imaginaire cristallisé autour du principe de désobéissance, que ce soit dans le cinéma, la littérature, la poésie, souvent les gens que l'on admire, les gens qui nous font vibrer, ce sont des gens qui désobéissent. C'est pas les gens qui marchent bien droit sur le passage clouté, quoi. C'est des gens qui désobéissent. Qu'est-ce que vous préférez, Bart Simpson ou Monsieur Burns, quoi? C'est un peu le truc, quoi. Bart Simpson, on le trouve cool parce qu'il en a rien à foutre et qu'il fait sa vie. Qui se fait punir et que c'est pas grave. Exactement. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut communiquer. Il faut peut-être arrêter de dire que... enfin, c'est même pas dire, c'est montrer en fait. Et d'ailleurs, vous le faites déjà, mais je pense qu'il faut que ça soit fait de façon beaucoup plus permanente. Il faut que ça soit un message permanent que désobéir, ne pas respecter les règles, ne pas marcher dans les clous, c'est super cool. Ça donne du sens à la vie et surtout, c'est constructif. Bien plus constructif que... C'est vivre, tout simplement. C'est d'ailleurs quand on dit, quand tu regardes
une vieille route macadam et que tu as les racines des arbres qui sont venus pousser en dessous de la route et que ça démolit la route, tu dis c'est la nature qui reprend ses droits, c'est magnifique, on trouve ça poétique, on trouve ça beau. Pourquoi on ne trouverait ça pas poétique et beau que nous, en tant qu'espèce animale, on reprenne nos droits et que finalement la nature et le côté sauvage de l'homme puissent reprendre ses droits pour sa subsistance et pour la préservation de l'espèce. C'est super beau. C'est quoi? C'est ce à quoi j'aspire profondément. De plus en plus, mon travail, à l'origine, j'en parlais comme étant donner l'envie et les moyens de construire un avenir juste et durable pour tous. Je sens de plus en plus que et l'aspect durabilité et l'aspect juste nous échappera peut-être. J'ai du mal à imaginer un effondrement de cette civilisation qui soit juste. Il ne le sera pas, il y aura de la casse. C'est ça. Mais par contre, ce dont on a besoin de toute façon, c'est des individus libres. C'est des individus qui ont déjà intégré dans leur cerveau que ce qu'on a construit autour d'eux, qui les contraint et qui les bloque, qui leur fait dire qu'un être humain ne vaut pas la même valeur qu'un autre être humain, ça n'a pas de valeur en soi. On peut le critiquer, on peut y désobéir en fait. On peut se permettre de vivre quelque chose de différent et de s'apprendre aussi les uns les autres à faire ensemble. On nous a séparés activement, on nous a dit qu'on était des consommateurs avant d'être des êtres humains, qu'on était des suiveurs avant d'être des militants. Le truc auquel j'aspire le plus, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à construire de plus en plus de personnes qui soient libres. Que chacun de nous, on se libère. Et qu'on libère d'autres avec nous, par nos lectures, par ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de diffuser un nouveau logiciel militant, mais qui en fait est un nouveau logiciel pour essayer d'avoir envie de changer ce monde, dans lequel on sente le pouvoir qu'on a, dans lequel on pense des modes d'action avec les contraintes. Tu vois, je dis pas à tout le monde d'aller se faire tabasser par les policiers. Mais je dis que si on a envie que les produits Monsanto se vendent pas, peut-être qu'on peut essayer d'enlever les bouchons. J'aime bien cette idée de créer des imaginaires dans lesquels on tient l'objectif et on agit après différemment, et dans lequel nous-mêmes, on ressent le pouvoir qu'on a en fait. Enfin, c'est le slogan d'Alternativa ANV, c'est « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Mais je trouve fascinant le fait qu'on n'ait pas forcément déconstruit notre logiciel qui fait qu'on est à genoux. Qu'on n'ait pas déconstruit notre logiciel du manque de moyens, d'impuissance, de confiance dans les autres plutôt qu'en nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est la grande bataille. Ça, c'est celle que j'ai envie de mener en tout cas. Qu'à la fin, là, dans 1 an, 2 ans, on ait des groupes absolument partout en France qui se connaissent même pas à limite, mais qui agissent là où ils sont pour ce en quoi ils croient et qui sont putain de créatifs et que ce soit des oufs, tu vois. Finalement, cette mise à jour du logiciel militant, on peut la penser comme une œuvre d'art. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui aura du sens, qui va nous réjouir, nous émerveiller, nous rendre libres, et qui doit être pensé, nous rendre libres. L'art nous rend libres. Et je pense que le rapport à l'émerveillement est important aussi, parce que faire un blocage, faire une grève, aller marcher pour le climat, même si c'est 1 fois par semaine, ça finit par devenir routinier. Et d'ailleurs, on le voit, on parle de piliers de manif, on parle de gens dont c'est pratiquement le métier finalement d'être militant, mais parfois ils le sont depuis 30, 40, 50 ans. Ils ont peut-être pu obtenir certaines victoires, mais le monde n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement de paradigme, de retournement de situation. Je pense que ça passe aussi par le fait de se donner l'occasion de s'émerveiller en étant militant et de faire des choses qui nous amusent. Tu parlais des bouchons Monsanto. Moi, je trouve ça formidable qu'avec une bande de potes, on aille dans un bricot, déboucher tous les produits Monsanto pour qu'ils soient plus vendables, plus utilisables. C'est plus marrant que d'aller faire une manif, quoi. Mais même de faire une compétition à qui aura le plus de bouchons chez lui, tu vois. D'être décentralisé, même quand est-ce qu'on le prend, quoi. Et de trouver des idées. Je parlais tout à l'heure de la campagne Tam Tam, ces jeunes Belges qui ont eu l'idée de hacker les panneaux publicitaires en y mettant les numéros de téléphone privés des ministres de l'Environnement. C'est créatif, c'est intelligent, c'est original, c'est réjouissant. Ils ont dû se marrer comme des dingues à faire ça. Et je me dis, donc ça passe aussi par le fait de promouvoir cette façon de voir le militantisme. Mais si on arrête avec ce vieux logiciel militant de « on va faire les manifs et puis on se retrouve pour boire un coup au bar et on débriefe », si on essaye d'inventer, je veux pas pour autant être méprisant avec les associations. Ça satisfait des besoins de sens, de communauté, tout ça, il faut le garder et vivre autre chose aussi. Mais il faut proposer autre chose. Et justement, moi, je voudrais prendre la balle au bond de tous ces jeunes qui, tout à coup, se sont découverts militants. Notamment aussi parce que des gens comme toi, des gens comme nous tous, comme tous les copains qu'on côtoie, notamment dans le JTR, tous les gens avec qui on crée du contenu, ont pu rendre ça tendance, ont pu rendre ça cool avec des nouveaux codes. Finalement, la réinvention du monde cool et ludique, c'est peut-être ça la clé justement de cette mise à jour du logiciel militant, quoi.
Ça doit pas forcément faire peur et ça doit pas forcément... il y a forcément des choses. On pourra pas fonctionner qu'avec des caresses et des grands sourires. On va il y aura se de faire la réprimer violence. si on dérange. Il y aura de la violence, ça c'est clair. La violence, malheureusement, elle est intrinsèque à un changement structurel, je pense. On n'aura jamais de changement structurel de civilisation, surtout quand on parle de quelque chose qui tient finalement dans tous les pans de la société, en l'occurrence le système marchand. Tu dis que même nous, en tant que militants, on fonctionne avec ces logiques-là. On regarde nos stats Facebook. On regarde nos stats Facebook et on se dit putain, j'ai fait moins de vues que sur la vidéo précédente. Donc on est quand même dans ce logiciel-là. Donc c'est tellement intrinsèque, c'est tellement, c'est dans toutes les molécules de notre corps. Donc pour sortir de ça, Mais c'est pour ça. il y aura de la violence. Mais oui, et ça peut être hyper cool aussi en fait. Faut qu'on crée des espaces pour nous déconstruire. Vraiment tous, tout le monde, créer de l'espace, s'arrêter. C'est pour ça que j'adore la grève. Mais le problème, c'est que même dans la grève, on essaie de faire. Et tu vois, Félicien, je t'ai bien eu. Parce qu'en fait, on a tous les deux tellement l'habitude de faire. Tu me poses la question d'un format, d'à quoi ça sert, ce qu'on est en train de fabriquer, de comment, quelle est la longueur qu'on peut se permettre. C'est la mise en abîme. Mais je m'en fous. C'est ça qui est super. Je m'en fous. Je réalise qu'on a besoin d'espace pour tester, pour s'exprimer, pour être sincère. Et là, c'en est un. Alors je le chéris. Je sais pas à quoi ça sert, on verra bien. Peut-être que cette vidéo ne sortira jamais. Hein. Peut-être. Peut-être bien après notre mort. En tout cas, elle nous a permis de tester 2-3 trucs. Et moi, en tout cas, ça me nourrit, ça me donne envie d'aller plus loin. Et de réfléchir ensemble comment est-ce que, en tout cas, France-Belgique, ces deux univers dans lesquels nous on évolue, on puisse contribuer à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui émerge. Des mauvaises herbes ou des racines qui cassent le béton, tu vois? Ce genre de truc. Moi, ça me plairait pas mal. Et qui soit de l'ordre de l'action politique. Qui soit de l'ordre de... Je veux dire, si tu veux, il y aura des gens qui feront l'expression politique. Il y aura des gens qui porteront leurs idées et diront on n'est pas d'accord. Mais il y a actuellement personne qui agit, qui fait, qui crée, qui imagine, qui prend là, qui débétonne cette rue, qui plante un arbre. Tu vois, des gens qui plutôt qu'envoyer une pétition sur le problème des migrants, eh ben, ils ouvrent des squats et ils accueillent des migrants. Il y en a des gens comme ça, mais là, ils sont vraiment minoritaires. Et comme nous, on arrive à parler à plein de gens, peut-être qu'on peut inspirer le fait que ça existe plus. Tu vois? Ça passe aussi par le fait de montrer que c'est pas si compliqué, en fait. C'est pas forcément plus compliqué d'être dans l'action directe que d'être dans le symbole et dans la palabre, le verbiage. Le nombre d'actions directes qui sont aussi de l'ordre du symbole. Tu vois, le nombre d'actions de désobéissance qui en fait durent 10 minutes et le but est de faire une photo. Ouais. L'action vraiment que j'ai envie qu'on explore, c'est celle qui réalise ce qu'on attend, ce qu'on espère. Plutôt que de le demander, on le fait. En fait, c'est bien toujours se demander à quoi va vraiment servir ce qu'on va faire au moment où on le fait, voire même bien avant. Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'étais au Plumard avec ma copine et il me dit bon, finalement, je peux pas G Climat, c'était sympa, mais c'était un peu... c'était un peu... voilà, quoi. C'était une mode, quoi. C'était un peu mou. Non, mais elle m'avait dit, et ça m'avait énervé sur le moment, elle m'avait dit, finalement, c'était un phénomène de mode. Ce qui avait marqué, c'était que quand on était sur l'estrade de la Marche pour le Climat, avec les 75 000 personnes et tout, c'était un truc, c'était Rock Werther, quoi. Et les gens, tout devant, ils criaient « Angèle ». Ah ouais. Et en fait, moi, j'étais sur scène avec mon équipe, avec peut-être un ou deux guests de la vidéo, Bruno Coppens, je pense, mais bon, qui est pas celui qui touche le plus les jeunes aujourd'hui. Il parlait Angèle parce qu'elle était dans la vidéo. Et comme Angèle était dans la vidéo, les gens devant, ils criaient « Angèle, Angèle ». Et là, moi, je m'en suis pas rendu compte sur le podium, heureusement. Ouais. Mais ma copine m'a dit ça, elle me l'a dit des mois après. Elle m'a dit des mois après, quand tu étais sur le podium de la Marche pour le Climat, les gens, ils criaient « Angèle ». Et je me dis « Waouh, est-ce que ça a vraiment été ce qu'on a espéré que ça puisse être ou est-ce que le truc nous a pas un peu échappé des fois ?» Et je pense que dans une certaine mesure, il a pu nous échapper et je pense qu'on n'a pas forcément été aussi utile que ce que nos égos ont peut-être nous ont fait ronronner in petto en nous disant « Tu sais, c'est quand même pas mal ce que tu as fait, il y avait 80 000 personnes à cette putain de marche. » Le chiffre. Le chiffre. Le nombre. 40 interviews en 2 semaines. C'est ça. J'avais l'impression d'être Ban Ki-moon. Ouais. mais la question, c'est est-ce que tu avais en face de toi un troupeau de moutons ou des groupes d'activistes? C'est ça, moi, la question. Je pense que c'est
pas si manichéen. Franchement, je crois que dans les marches pour le climat, il y a de tout et c'est ça l'intérêt aussi des marches. Moi, je ne honnie pas les marches pour le climat non plus. Je trouve que ça a permis de rassembler du monde. Ça a permis aussi d'apporter cette dimension familiale. Et ça, je trouve que c'est quand même important de pouvoir inclure les enfants, les très jeunes, dans la mobilisation. Ça passe aussi par le fait d'avoir un échange pédagogique en fait et d'expliquer ça aux enfants. Alors après, encore faut-il avoir les bons messages. Mais le fait de pouvoir inclure les enfants, les familles... Tu t'en vas? Le fait de pouvoir inclure les enfants et les familles dans cette mobilisation, je pense que ça fait partie justement de la mosaïque en fait, de modes d'action qui s'impose aujourd'hui. En fait, on ne parle pas de il faut plus faire ça, il faut faire que ça, il faut plutôt faire ça, il faut machin. Je pense qu'il ne faut pas trop non plus séparer les modes d'action. Je pense que ça doit coexister. Il nous manque toute une partie de la mosaïque. Il nous manque une partie de la mosaïque et c'est ça qu'il faut créer maintenant. C'est ça qu'il faut d'abord inventer et c'est pas nous qui allons l'inventer. Le faire dans la joie. Le faire dans la joie. De façon créative, donner envie. Il faut que ça donne envie. Moi, mon frère me disait l'autre jour, elle est bien ta vidéo dans ta cheminée, là. Tu vois la vidéo, je suis pris en otage. Je suis pris en otage. Vous êtes tous pris en otage. Elle est bien ta vidéo dans ta cheminée, bon, un petit peu cynique comme ça. Il me dit, mais on manque de Tintin de l'écologie. On manque de figures héroïques, positives de l'écologie. On manque de gens qui, finalement, parviennent à... dans la désobéissance, dans la construction d'autres choses, dans la création et l'invention d'autres choses, peuvent fédérer en fait toute une jeunesse, quoi. Et ça a été le cas. Les hippies ont pu fédérer toute une jeunesse autour d'un certain nombre d'idées, de principes, de valeurs. 10 ans après, les punks arrivent et font exactement le contraire. Hein, c'est ça qui est aussi intéressant de voir, c'est que parfois, quand on parle de tendance, mai 68, Cohn-Bendit, qui était certainement intègre à l'époque et qui peut-être avait ce côté révolutionnaire à l'époque, maintenant ils tapent dans la main de Macron. Ils sont super copains, ils dînent ensemble tous les je sais pas combien, quoi. Ils sont super copains. Et je me dis, ça c'est quand même pas banal, quoi. Les grandes figures du mouvement hippie des années 60-70 qui étaient les révolutionnaires de l'époque, en tout cas aux yeux de la jeunesse, et qui ont inspiré toute une jeunesse, toute une époque, aujourd'hui ils roulent dans des grosses bagnoles, quoi. Moi, je suis fan de rock, j'adore Paul McCartney, mais Paul McCartney, il est milliardaire. Il roule en jet privé, et même s'il a fait beaucoup pour le végétarisme d'un point de vue symbolique, lui, il s'accommode très bien du système en place, et il s'accommode très bien de sa domination bourgeoise. Il est ravi de pouvoir se balader en jet à travers la planète, être adulé, admiré par des centaines de milliers de gens, quoi, qui lui donnent de l'argent, alors qu'ils n'en ont pas. Tu sais, je sais pas si on va y arriver. Enfin, ce que tu me racontes, c'est la capacité du système à avaler tout ce qui fait un peu irruption, tout ce qui... le transformer en tendance, le transformer en épiphénomène, ne pas... Ou alors vraiment l'accepter, le prendre totalement et en retirer toute la couche critique, en fait. Tu vois, ne garder que l'espèce d'essence symbolique, sympathique. Et moi, ça me fait dire que je suis pas du tout convaincu qu'on y arrive, mais c'est pas grave. En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop gros sur la patate, quoi. Non, mais faisons juste un tout petit peu mieux. Oui. Je dis pas que... Tu vois, je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Oui, je pense et donnons-nous les moyens de faire un tout petit peu mieux. Et voyons ce que ça donne, en fait. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour qu'on puisse faire un petit peu mieux, n'hésitez pas. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. On est toujours là, les influenceurs. Ah non, c'est les gens, les influenceurs, maintenant. Mais oui, exactement. Et ça, du coup, c'est un renversement de situation. C'est pas à nous... Faut trouver des groupes de potes. Faut être 6. Se rassembler ensemble et se dire, ok, c'est quoi qui nous allume aujourd'hui là? C'est quoi l'étincelle de rage? Cette colère, tu vois, la faire vivre aussi, la faire émerger. Et se dire, ok, ça vraiment c'est inacceptable pour moi. Comment je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec mes moyens? Accepter certaines contraintes, les questionner aussi, mais accepter des contraintes, mais ne pas lâcher l'idée de faire quelque chose. Ne pas lâcher l'idée de tenter un truc, de faire irruption. Tout est attendu. Le rendez-vous tous les mois, c'est attendu. Ça ne fera jamais irruption. Ça ronronne. Ça ronronne. Eh bien, faisons irruption. En petits groupes, il n'y a pas besoin d'être des centaines. Un petit groupe. Par contre, il faut des centaines de petits groupes. Des centaines de petits groupes. Allez. Merci, Vincent. Un plaisir, mon gars. Allez. Pas souvent hein, qu'on peut faire ça. Pas assez souvent. Ça a été un vrai plaisir pour moi, en tout cas. Moi aussi. Abonnez-vous, on a un Tipeee.